Je souhaite la bienvenue au docteur Louis Fouché. Louis Fouché, bonjour. Bonjour Daniel, merci beaucoup de me recevoir et à Essential News de faire un travail journalistique de qualité. C'est un honneur et Voilà. un plaisir. Donc, c'est un grand plaisir justement d'essayer de faire un travail que n'a pas fait, à notre avis, la télévision suisse, en tout cas en vous présentant comme une personne qui fait peur à la Suisse, à la suite de vos conférences, qui suscite la polémique et puis qui traîne toute une série d'étiquettes déconcertantes comme complotiste, extrême droite, proche de l'extrême droite, antisémite même, anti-vax bien sûr, mais n'aborde à notre sens quasiment pas les questions de fond qui ont été soulevées par cette crise sanitaire depuis 4 ans. Donc, nous serions très heureux de vous donner la parole cette fois, non pas pour répondre à des petites phrases qu'on a cherchées sur ce que vous avez dit ou pas dit, mais sur le fond du problème. Et le fond aussi du traitement journalistique qui est fait de cette crise. Ouais, merci beaucoup. Et puis avant de commencer, comme d'habitude, je vais me rendre à mes obligations déontologiques et légales. Donc moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je suis spécialisé en réanimation. C'est intéressant que dans le reportage de la RTS, on est toujours présenté comme anesthésiste, comme si présenté comme réanimateur porterait une charge symbolique plus haute. Alors déjà, les anesthésistes, c'est un très beau métier. On a vraiment besoin, je rappelle à tout le monde qu'on est très content de retrouver des anesthésistes quand on doit avoir une chirurgie. Et puis, moi, je suis spécialisé en réanimation des malades d'hématologie et des grands brûlés. Et puis, j'ai pris en charge des malades du Covid sévères en situation critique. Et par ailleurs, j'ai d'autres casquettes. J'ai un Master 2 d'anthropologie et d'éthique de la santé publique. Je me suis beaucoup intéressé à la question de la technique en médecine, notre rapport ambigu à la technique. Et avec un vrai questionnement de fond sur tous ces systèmes techniciens, quoi, dans la filiation de Jacques Ellul ou d'Ivan Illich ou de penseurs de cet ordre-là, sont aussi des penseurs de l'écologie. Et enfin, pour me présenter, les gens, plutôt que le portrait de la RTS, peuvent aller voir mon site internet où il y a ma biographie et puis mon CV. C'est intéressant d'aller voir la donnée à la source et puis de la critiquer à la source plutôt que de taper sur Google et de regarder dans Wikipédia, parce qu'il y a des choses que des gens ne verront peut-être pas, notamment le fait que je me suis occupé en tant que président du comité de lutte contre la douleur, de la protocolisation et de la réflexion collective sur la prise en charge de la douleur et de la souffrance au sein de mon hôpital, et qu'ensuite j'ai été président de la commission qualité et sécurité des soins de site, qui est en charge de la gestion des événements indésirables associés aux soins, finalement de tous les manquements qu'il y a au sein des services et de la protocolisation HAS et de l'harmonisation des pratiques au sein de mon hôpital. Et j'avais été récompensé pour ça par ma directrice d'hôpital, par un cadeau qui avait été un arbre. Et cet arbre, c'était un olivier, parce que elle avait jugé que j'essayais d'apporter la paix dans un endroit qui était tout le temps en conflit. Et ce qui m'avait touché, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, sur ce reportage, peut-être qu'on peut rester dans une bienveillance mutuelle et essayer de comprendre, comme vous le dites, les enjeux de fond qu'il y a derrière. Voilà. Mais bon, avant cela, dites-nous un peu comment vous avez vécu cette émission, parce qu'effectivement, toutes vos connaissances, votre culture, vos atouts, tout ce que vous avez fait n'est pas reflété par l'émission et en fait qui s'achoppe sur des petites phrases où vous avez l'air d'avoir un peu dérapé. Et donc, comment vous avez vécu ce traitement de votre carrière et de vos idées? Déjà, il y a l'amont, c'est pour moi une extraordinaire méfiance maintenant vis-à-vis des médias mainstream, on pourrait dire, avec l'idée que sont plus tellement là pour essayer de rendre justice au travail de quelqu'un ou à ses idées ou à la fécondité qu'il y a eu collective d'organisation et de travail social ou sociétal, mais plutôt pour essayer de maintenir la doxa dominante, la doxa dédominant, dirait mon collègue et ami Laurent Mucchielli, qui est professeur de sociologie à l'université Aix-Marseille. C'est que maintenant, les médias portent la doxa dominante, qui est la doxa dédominant, c'est-à-dire des structures de pouvoir X ou Y, qu'elles soient financières, politiques. Et Serge Halimi, qui est le patron du Monde diplomatique, avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde, et qui montrait la proximité dérangeante des médias et des journalistes actuels avec les pouvoirs politiques, financiers, et qui influençaient directement la fabrique de l'opinion.
Noam Chomsky en avait parlé aussi dans un livre qui est resté célèbre, qui s'appelle Manufacturing Consent. Et puis, vous en avez parlé avec Miret Zaki il y a quelques semaines ou quelques mois, dans un ouvrage qui fera probablement date dans le journalisme belge et francophone en général, et peut-être même au-delà, je l'espère. Suisse, pardon, excusez-moi. Désolé. Non, on n'a rien contre les Belges, mais là, en l'occurrence, c'est suisse. Belge aussi, parce que Kairos travaille sur ce sujet. Comment je l'ai vécu, c'est effectivement avec une sorte de prudence, avec l'idée d'une discussion en amont importante, et j'ai essayé de fournir à cette journaliste un très grand nombre d'informations, de discussions d'abord téléphoniques, mais aussi par mail interposé, où je lui envoyais finalement une grande partie des travaux auxquels j'avais pu contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit le Conseil scientifique indépendant, qui est cette agora de chercheurs, d'universitaires et de médecins indépendants des conflits d'intérêts, ou des travaux relatifs à l'écologie, qui est un domaine qui me touche énormément. Attention, pas une écologie punitive, centrée uniquement sur la quantité de carbone et de degrés Celsius, mais plutôt une écologie qui s'intéresse à une écosophie, une sagesse de notre maison commune, avec une réflexion de fond sur notre rapport au vivant et à la nature à l'intérieur de nous et autour de nous. Et j'avais contribué notamment à une chaîne qui s'appelle Une autre histoire, avec de la philosophie, un travail sur l'enfance et l'éducation qui s'appelle Graines d'avenir, avec des pédiatres, des pédopsychiatres, un travail sur la permaculture, l'agroécologie, avec des intervenants aussi prestigieux que Damien et Marie Decars, que Barnabé Chaillot et de nombreux autres. Et pour moi, ça ouvrait des pistes très intéressantes pour reconstruire notre société dans ces décombres post-Covid, on pourrait dire, et d'arrêter de se lamenter simplement sur le Covid et tout ce qui avait pu mal se passer, mais au contraire d'essayer d'ouvrir des possibles. Or, ces éléments-là n'ont jamais été adressés par Cécile Trantien ou le reportage. Or, c'est une grande partie de mon travail. Voilà, autour de la question de la non-violence, dans un monde en guerre de partout, pour tous les sujets, d'essayer d'amener de la diplomatie et de la paix. Je pense que c'est un enjeu important aujourd'hui. J'étais choqué que la journaliste n'en parle jamais. Alors, vous avez été défiguré, en fait, et caricaturé. Exactement, parce que on va dire que les 3/4 de nos discussions ont été autour de ces sujets-là. La création monétaire, la question des communs ou de l'asservissement, la question de l'outil, qui est centrale dans mes réflexions philosophiques et dans les écrits que j'ai pu faire, les livres que j'ai pu écrire. Et en fait, que ce soit dans les livres ou les petites choses, il n'y a que des petites phrases séparées de leur contexte qui ont été reprises pour essayer de dire « Regardez, c'est un dangereux fou furieux ». Et même l'entretien, finalement, j'y suis allé à reculons en me disant « Bon, mais j'y vais quand même » parce que depuis 4 ans, je dis « Faudrait recréer du dialogue ». Quand on me propose de venir parler, au fond, je ne peux pas refuser, même si je sais intuitivement que peut-être l'intention n'est pas complètement juste. Je vais y aller. Et j'ai même obtenu l'accord de Cécile Trantien de filmer l'entretien. Et donc, moi, j'ai la bande intégrale de l'entretien que je garde au cas où, on ne sait jamais, mais qui dure 1h45. Et donc, dans 1h45, vous pensez que là-dessus, elle en a gardé, je ne sais pas, peut-être 5 minutes ou 6 minutes. N'a gardé que des tout petits morceaux. Et j'ai été très choqué de la mise en scène finale, qui n'a plus tellement à voir avec du journalisme, mais avec tout ce qui est fait dans ce qu'on appelle la captologie, qui est cette science de la capture de l'attention et de la propagande, de faire clignoter des mots en énorme, loufoque, je ne sais plus, des choses comme ça, extrême droite, en même temps qu'elle parle, de faire intervenir des gens extérieurs sans jamais donner leur légitimité réelle, mais en questionnant la mienne. Par exemple, Alessandro Diana, qui intervient au nom de la vaccination anti-Covid, est présenté comme un expert, mais il n'a même pas de thèse de science. Il n'a que sa thèse d'exercice. Il est dans les commissions effectivement institutionnelles, mais il est complètement biaisé idéologiquement, on peut le penser. Et on ne cite jamais ses financements et ses conflits d'intérêts, lors même que moi, je m'acharne à essayer de le faire à chacune de mes interventions publiques. Et enfin, Alessandro Diana lui-même est extrêmement prudent dans sa parole sur les vaccins. Et on reste sur une question vraiment très étroite, qui est est-ce que SV40 serait cancérigène? Mais la question est bien plus vaste que ça. Les écrits que j'ai pu produire sur le sujet sont bien plus vastes que ça. Je les ai produits pas du tout seuls, mais avec un collège de personnes, de manière pluridisciplinaire, en convoquant la contradiction, pour essayer de donner une information claire, loyale et appropriée et nuancée
sur ce sujet. Et il y a des moments très choquants où dans le reportage, Cécile Trantien fait apparaître des photos d'écran, vous savez, avec un surlignage au Stabilo Boss. Et par exemple, elle dit SV40 donnerait le cancer. Et comme si c'est moi qui avais écrit ça. Mais en fait, elle prend un morceau qui est une citation du professeur Murakami et du professeur Kevin McKernan que nous utilisons pour qu'elle soit discutée ensuite dans notre texte. Donc, ce n'est même pas la réalité de ce que nous avons dit. Nous avons soumis des hypothèses. De même, elle cite mon épouse qui participe à la rédaction de cet article en disant elle est pharmacien, comme si elle était pharmacien d'officine vendant des compléments alimentaires, vous voyez, de manière presque méprisante en plus pour les pharmaciens, ce qui est très choquant, alors que mon épouse est universitaire, microbiologiste, a dans sa carrière fabriqué des plasmides à ADN, est une extraordinaire spécialiste du sujet, fait partie probablement des 5 personnes en France qui maîtrisent mieux la question des vaccins à ARN aujourd'hui, et s'est tapé les 270 000 pages sur le sujet de Pfizer, etc. Elle fait intervenir Pfizer en disant Pfizer dit que non, il n'y a pas vraiment le virus SV40, il y aurait des morceaux de SV40. C'est drôle, enfin, l'avis de Pfizer dans cette histoire est évidemment biaisé, ça ne peut pas servir de référence. Enfin, Louis Fouché, revenons un peu à toute cette description que vous avez faite, des coups de poing que vous avez reçus sur la base de petites phrases et petites affirmations, prises ici et là, sans contexte. Et l'une d'entre elles est choquante, c'est celle des colibris, du mouvement dont vous avez fait partie, et qui vous accuse clairement d'être antisémite, et donc explique que c'est la raison pour laquelle ce mouvement prend des fortes distances à votre égard. Alors, je vais tout de suite faire une nuance peut-être. Effectivement, j'ai fait partie des colibris, et des colibris qui avaient été fondés par quelqu'un qui s'appelle Pierre Rabhi, qui est un mouvement extraordinaire et vraiment admirable à plein d'égards. Et beaucoup de gens se souviennent encore du mot d'ordre « faire sa part » pour essayer de faire un monde meilleur, à la fois plus fraternel, plus écolo. Je crois qu'il y a une vraie confusion dans cette intervention d'Isabelle Gentilhomme, qui est la porte-parole. Isabelle Trantien dit que nous nous connaissions très bien. C'est pas vrai, j'ai eu une seule fois au téléphone Isabelle Gentilhomme, à une occasion qui m'a extraordinairement choqué et un peu ému, puisque la direction des colibris ont envoyé un mail à tous les collectifs locaux des colibris pour recommander de ne pas diffuser un documentaire de Stéphane Chatry, dont je suis co-auteur et où j'ai réalisé les interviews, qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme ». Et juste, si je pouvais partager mon écran, je vous montrerai, mais qui est dans les meilleurs documentaires de Allociné. C'est le premier, il est classé premier dans les meilleurs documentaires. Bon, peut-être que ça a quand même un vague intérêt. Les gens peuvent aller voir directement. Voilà, vous voyez l'affiche « Tous résistants dans l'âme », les meilleurs documentaires selon les spectateurs. Voilà, on peut l'enlever, merci. Et qui parle de permaculture, d'agroécologie, de monnaie locale, d'éco-construction, et qui sont des portraits de gens admirables, étonnants, qui sont des pionniers d'une reconstruction de notre monde de manière justement plus fraternelle, plus autonome et plus en accord avec le vivant. Et donc, on pourrait dire un film de bisounours. Et les colibris ont dit non, il ne faut pas le diffuser. Le docteur Fouché est un dangereux gourou, etc. Et donc, j'ai appelé Isabelle Gentilhomme en disant est-ce qu'on peut en discuter? Peut-être que vous n'avez peut-être pas tout vu de ce que j'ai fait, qu'il y a une confusion entre la fiche Wikipédia, est-ce que vous pouvez lire dans Google, et la réalité de mes travaux et de mes idées. Est-ce qu'on pourrait faire un cercle restauratif, une médiation? Des choses que j'ai appris au colibri, des façons de parler avec de la communication non violente que j'ai apprises au colibri. Et j'ai été très étonné qu'Isabelle Gentilhomme d'emblée ferme la discussion et dire non, mais de toute manière, vous n'avez pas le droit de faire un procès. Alors, je n'avais jamais parlé de ça, parce que c'est un mail privé. Je n'ai jamais reparlé de cette histoire, mais je suis resté un peu triste. Et dans la suite, j'ai reçu de très nombreux mails des colibris, et y compris de groupes locaux, de l'éditeur Yves Michel, qui est un ami, de très nombreuses personnes qui ont écrit aux colibris en disant, et notamment à la direction des colibris, en disant « mais vous vous trompez. Louis Fouché n'est pas ce que vous croyez, ni l'image d'Épinal. » Et ça a été extrêmement rassurant. Et donc, j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour tout ce qui est entrepris localement par les activistes, on pourrait dire colibri, à leur petite mesure, chacun dans leur espace. Mais par contre, j'ai une vraie interrogation aujourd'hui sur la structure de gouvernance centrale des colibris qui a comme changé sa raison d'être, changé ses logos. On voit aujourd'hui apparaître un point noir levé. Si vous regardez le site des colibris ou leur fil Twitter,
qui correspond à ce point noir qu'on retrouve finalement sur toutes les ONG financées par les organisations Soros de l'Open Society et qui correspondent pour moi à ce que j'avais lu dans le monde diplomatique il y a une dizaine d'années sur le groupe Hotport, qui était une sorte de laboratoire de déstabilisation politique des États financé par l'Open Society de George Soros et par, par des organisations X ou Y. Mais revenons sur l'accusation d'antisémitisme. D'où vient-elle? Pour moi, ça ne peut pas passer, si vous voulez. Ça, c'est vraiment très choquant. Parce que c'est puni par la loi en France et que je n'ai jamais tenu aucun propos de ce type-là. Et qu'aujourd'hui, vu les polarisations au Moyen-Orient, je pense qu'il est de très mauvais ton de commencer à essayer de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Moi, je cherche la paix. Je pense que le rôle historique de la France, c'est de chercher la paix. Et donc, évidemment, Isabelle Gentilhomme va recevoir des nouvelles de mon avocat. Je ne peux pas laisser passer ce genre de choses-là. Voilà, il faut être ferme sur certaines choses. On essaye d'avoir de la diplomatie sur plein, mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi par n'importe qui, parce que ça, c'est ce qui est dit c'est l'open bar de la diffamation. C'est une phrase du directeur de communication de la RTS voilà. Oui. Mais en fait, tout ça nous amène à la question de savoir pourquoi les ONG ou les sociétés, la société civile, comme on dit, dont fait partie les Colibris, mais beaucoup d'ONG qui travaillent pour l'écologie, pour les droits humains, pour l'égalité homme-femme, pour les migrants, etc., pour un monde meilleur, disons. Et comment se fait-il que cette société civile, de plus en plus, apparaît comme contrôlée, enfin, on l'a vu avec la crise du Covid, que pratiquement aucun mouvement qui auparavant faisait partie des contre-pouvoirs au niveau international, qui luttait, même qui discutait au niveau des Nations Unies avec les autres acteurs mondiaux pour justement trouver un meilleur équilibre de la planète, comment se fait-il que dans la crise sanitaire, on ne les a pas vus? Il y a peut-être plusieurs lignes d'explication, hein. Mais pour moi, cette crise sanitaire a induit un grand mouvement de peur et de panique et de frayeur, avec le corollaire qui est que dans un moment de peur, on cherche un discours unique pour se rassurer, on cherche des figures d'attachement, on cherche à garder les structures institutionnelles telles qu'elles sont. Et donc, on a vu ces ONG qui sont d'habitude en charge de critiquer la politique d'État, les politiques gouvernementales, se mettre en file indienne derrière la politique générale, peut-être par frayeur, peut-être aussi par des transformations progressives de leur financement et des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts en médecine, mais il y en a aussi dans le financement des ONG aujourd'hui. Et il serait très intéressant de voir quelles sont les lignes budgétaires qui permettent à une ONG aujourd'hui de survivre. Dès que vous recevez de l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates, de la fondation X ou Y, peut-être que ça induit à la fin une autocensure. Ou en tout cas une façon détournée de critiquer les choses et de ne pas parler du fond. On a vu par exemple en France, la France Insoumise, qui est un parti politique, ne jamais critiquer les vaccins anti-Covid sur le fond et sur la science, mais sur la forme des brevets et oublier le prémisse qui était est-ce que ça a un sens de vacciner les gens ? Est-ce que la balance bénéfice-risque, est-ce que médicalement c'est correct? Est-ce que la qualité du produit est correcte? Mais on arrivait à dire, bon d'accord, il faut absolument vacciner tout le monde, on est d'accord avec le gouvernement, mais il faudrait que les brevets soient en licence libre. Voilà. Ouais, de même qu'en Suisse, une ONG très critique contre les multinationales qui s'appelle Public Eye, ancienne déclaration de Berne, dans un débat auquel j'ai assisté, a dit qu'en fait, pour les vaccins, le principal reproche qu'ils faisaient, c'était qu'ils n'étaient pas à un prix abordable pour les pays pauvres. Exactement, oui. Et avec toute une espèce de moralisation du sujet, en oubliant les prémices scientifiques et médicaux qui n'ont pas à voir avec la morale, mais qui ont à voir avec des données cliniques et scientifiques. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec le responsable d'écologie de la France Insoumise à plusieurs reprises, et qui était en désaccord fondamental sur cette question des vaccins avec la politique gouvernementale, mais qui m'a expliqué que ne pouvait pas s'y opposer directement, quoi. Oui. Donc, en fait, ce contrôle de la société civile qui apparaît de plus en plus, comme vous l'avez décrit, Fondation Soros et Bill Gates également, et peut être mis en parallèle avec le contrôle de la sphère médiatique qui est dénoncé par beaucoup de monde, de plus en plus de gens maintenant, qui serait, enfin, on sait que Bill Gates donne des centaines de millions de francs
à des médias, plutôt des médias de gauche d'ailleurs, hein, comme Le Monde, El País en Espagne, Le Guardian en Angleterre, etc., donnent beaucoup d'argent. Et donne beaucoup d'argent sur la formation des journalistes, aux instituts de formation de journalistes, et aussi au mouvement de journalistes qui dénoncent toute une série de choses, qui font de l'investigation aux États-Unis, notamment ceux qui ont révélé les Panama Papers. Et ça, c'est très curieux, en fait, de voir comment maintenant et les médias et la société civile semblent faire l'objet d'un contrôle de plus en plus important. Oui, mais c'est à la fois un contrôle idéologique, un contrôle dans la production de l'information et une confusion des espaces entre justement des actions qui peut-être devraient être locales et puis les gouvernances globalisées. On en parlait tout à l'heure hors antenne, mais il y a maintenant une très grande confusion entre les instances de discussion normalement que sont l'ONU, l'OMS, qui sont très utiles probablement à faire se rencontrer les pays sur des enjeux communs, où on pourrait établir des intentions communes et laisser ensuite la gouvernance locale faire son travail. Et puis les gouvernances locales et l'action citoyenne. C'est comme si tous ces espaces-là étaient maintenant mélangés avec des financements qui sont tous les mêmes et qui viennent de multinationales financiarisées et globalisées. L'histoire de la gauche que vous soulignez dans les médias, moi, m'a particulièrement choqué sur la question de la guerre ces dernières années. Je me souviens de Jean Jaurès, moi, et qui avait une vision de la guerre et de la paix qui lui a coûté la vie. Et on a pu voir tous les médias de gauche français se vautrer dans un bellicisme permanent, simplifiant les enjeux sur la question de la guerre. Et la question du Covid a été traitée comme cette question de la guerre, avec la nécessité de prendre un parti quasiment de manière patriotique et nationaliste. D'ailleurs, on était en guerre contre le virus, précisément. Exactement. Et ça a été la même chose que le traitement des autres guerres aujourd'hui. C'était trouver l'arme miracle qui permettra de vaincre le terrible ennemi. Et le terrible ennemi étant toujours plus gros, toujours plus méchant, toujours plus complexe, sans jamais réussir à se mettre à table avec l'ennemi pour réussir à discuter. Que ce soit le virus ou que ce soit un méchant russe ou un méchant je ne sais pas quoi. Voilà, donc en fait, l'opposition est contrôlée. Il y a tout un processus aussi le quatrième pouvoir. Hein, les médias n'est plus du tout un pouvoir. Enfin, il est aligné au premier pouvoir qui est celui de l'exécutif, semble-t-il. Donc, alors, je voudrais juste te dire un mot, Daniel, là-dessus. Oui. C'est qu'on a parlé de structure institutionnelle, mais les gens, les individus, les grains qui les composent, eux ont paradoxalement retrouvé de la liberté. J'ai pu discuter avec des cinéastes et des artistes comme Colin Serrault, qui avait fait La Belle Verte, qui avait fait La Crise, et qui ont pris un parti très clair dans cette histoire, avec Marinella Banfi, qui a participé avec, à faire les Nuits Fauves de Cyril Collard, qui a aussi pris parti. J'ai pu discuter avec Benjamin Coria, Jean-Michel Servet, des universitaires en charge de monnaie, en charge de la question des communs, Hassan Slim, Michel Bowens, plein d'autres, qui, eux, ont retrouvé une partie de leur liberté. Et y compris Michel Rivasi, avec qui on a discuté à de nombreuses reprises sur cette question des vaccins, n'était pas donc, dans la députée, l'eurodéputée française du Parti des Verts, qui est une des rares opposantes. Ouais. Et qui a pris, elle, sa liberté d'aller essayer, au moins de connaître, elle a beaucoup travaillé, on lui rend hommage, qu'elle est décédée aujourd'hui, mais sur la question des contrats vaccinaux, voilà, ça fait partie des gens avec qui j'ai discuté. Et puis ça me fait penser que la journaliste, quand elle met une grosse étiquette extrême droite, n'est juste pas honnête. La réalité, c'est que j'ai plutôt plus discuté avec des gens de gauche tout le long de cette histoire qu'avec des gens d'extrême droite avec qui j'ai jamais discuté. J'ai pu être interviewé par le média Yggdrasil, par le média La Décroissance. J'ai participé au syndicat des guides de haute montagne. On peut penser qu'ils ne sont pas politisés d'une manière ou d'une autre. Je participe à des colloques sur la question de la technique avec les géomètres experts pour réfléchir à la question de la paix. J'ai été soutenu publiquement par Lisa Azuelos, qui est une cinéaste et réalisatrice connue qui a fait le film LOL. Enfin bref, à la fin, ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Ça colle pas parce que les idées que vous venez de défendre ici avec nous sont proches, souvent sont proches de celles de la gauche. Et paradoxalement, les médias de gauche ou les organisations de gauche, les partis, vous boycottent, ne veulent pas vous entendre parler, ne vous interviewent pas. Alors que les rares fois que vous êtes interviewé par des médias, c'est des médias plutôt classés à droite, ceux qui acceptent de vous parler.
même Alors, il s'ils y a sont… plein de médias écrits de gauche qui ont accepté de discuter avec moi, hein. Pour moi, maintenant, ces polarisations politiciennes, c'est un peu ma surprise du Covid, ne sont plus complètement efficientes à décrire la société, au sens où j'ai pu rencontrer, au sein même de Réinfo Covid, un prêtre en soutane, traditionnaliste, discutant avec un leader syndical communiste à la même table et rigolant ensemble, et trinquant et faisant des projets. Un peu comme Pépone et Don Camillo, vous savez. Alors, pour moi, en disant, au fond, on fait le travail d'essayer de réconcilier les gens. La question n'est pas de rester polarisé idéologiquement et de plus réussir à se parler. C'est au contraire, dans l'action et le faire ensemble de chaque jour, d'arriver à voir nos complémentarités et puis à faire évoluer chaque point de vue des uns des autres. Et au fond, j'ai l'impression que le prisme droite, gauche, extrême droite aujourd'hui n'est plus complètement efficient à décrire les lignes de force, mais que peut-être la question de la globalisation, du localisme, la question des différentes strates justement de prise de décision et de pouvoir serait plus juste aujourd'hui à décrire les vraies lignes de force qui se dégagent. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Michel Rivasi, donc du Parti des Verts au niveau du Parlement européen, dialoguait ou faisait des actions communes avec Virginie Joron du Rassemblement national et Christine Anderson du parti d'extrême droite allemand AfD. C'est stupéfiant, non? Oui, tout à fait. Et puis moi-même, j'ai été admiratif du travail de Virginie Joron. J'ai été étonné de tout ce qu'avait pu entreprendre Florian Philippot en termes de manifestations, de rassemblements, puis ses connaissances sur la question de la santé, même si pour plein d'autres choses, je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai été admiratif du travail de Slobodan Despot à essayer de comprendre toute cette crise et admiratif de sa plume, de sa capacité à écrire, même si je ne suis pas en accord sur l'ensemble de sa pensée et une vision plutôt conservatrice des choses. Et moi, j'ai trouvé ça admirable de pouvoir à nouveau être un peu étonné par l'autre et découvrir sa beauté plutôt que ses faces sombres. Ouais. Donc, en fait, toutes les cartes politiques traditionnelles dont on avait l'habitude dans le passé, gauche-droite, etc., toutes ces cartes sont rebrassées aujourd'hui. Ouais, voilà, mais ce que je vous propose, c'est que… où ceux qui maintiennent les structures institutionnelles d'avant n'ont pas envie que ça bouge. Parce que voilà. la gauche française n'est plus tellement la gauche de Jean Jaurès ou de choses comme ça, mais petit à petit a été teintée d'une espèce de wokisme démocrate anglo-saxon, caricatural, qui prend des positions caricaturales et dogmatiques sur de très nombreux sujets, en faisant une sorte de religion et de profession de foi. Je crois en LGBTQIA+, je crois en changement climatique, je crois en covidisme, je crois en l'Ukraine, je crois… Et si vous émettez des nuances sur tous ces endroits-là en disant, attendez, oui, le degré Celsius, le changement climatique, il se passe quelque chose. Moi, je discute avec des guides de haute montagne très régulièrement. J'ai des amitiés dans les guides de haute montagne. Voilà, c'est pour ça que je discutais au syndicat des guides de haute montagne et je les en remercie. Font le constat chaque année de la baisse des glaciers. Il se passe quelque chose. Il ne se passe pas rien. Mais pour autant, est-ce qu'on peut discuter de l'origine anthropique, est-ce que c'est le vrai sujet ou est-ce que c'est notre relation au vivant, au plastique, à l'économie mondialisée, néolibérale, industrielle, extractiviste, à la prédation sur les ressources des pays en voie de développement? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça aussi dans cette question environnementale et pas juste un doxa climatique nous disant « Ah là là, nous sommes en guerre contre le changement climatique », qui est complètement simpliste. Louis Fouché, je vous propose de conclure cette discussion passionnante. D'ailleurs, on y reviendra, j'espère, prochainement. Et j'aimerais vous demander si vous pensez qu'il y aura des suites par rapport à cette émission, dont vous avez été quand même largement, on pourrait dire, victime, ou en tout cas, vous avez été écorché d'une façon peut-être injuste, selon vous. Est-ce que vous aurez… J'ai souvent parlé de la question de la victime, du bourreau et du sauveur. Donc, je ne suis pas une victime. J'ai choisi volontairement d'aller à cet entretien en connaissant les risques et en même temps en acceptant de ne pas refuser le défi. C'est-à-dire en aïkido ou dans les arts martiaux de la paix, on n'attaque jamais, mais on ne refuse pas le défi. Et donc, évidemment, j'y suis allé en sachant à quoi m'attendre. Et donc, ça m'aide à comprendre. On se prend des coups, mais vous devenez plus fort. Et puis, je suis loin d'être le seul à être écorché par les médias dominants. Il y a de très nombreuses personnes, Christine Coton, biostatisticienne, Alexandra Henry-Oncaude, Christian Perron, immense professeur d'infectiologie,
de très nombreux médecins, et là, je m'en voudrais de les oublier, je suis désolé, dans le feu de l'action, je vais peut-être en oublier beaucoup, mais qui ont travaillé sur les effets secondaires des vaccins, sur plein d'autres sujets, des pharmaciens comme Amine Umlil, qui est de pharmacovigilance, Denis Agret, Laurent Montesino, enfin, de très nombreux médecins, y compris dans le monde entier. Mon ami Pierre Corry, réanimateur aux États-Unis, a été traîné dans la boue, traité d'être un complotiste anti-vax d'extrême droite, tout ce que vous voulez. Et on est très nombreux à subir ça. Et au bout d'un moment, ça devient insupportable, d'abord pour le grand public. C'est-à-dire que nous, à la fin, je vais vous dire, je commence par être habitué. J'étais surpris que ça se passe en Suisse. Mais en France, ça fait 4 ans que ça dure. Et donc, bon, à la fin, ça vous glisse un peu dessus, comme sur les plumes du canard. J'étais surpris que ça se passe en Suisse, où je pensais qu'il y avait plus de pluralité dans les discussions et plus de douceur aussi, et plus, en fait. Voilà, donc ça, c'était un peu étonnant pour moi dans un pays qui est normalement dans la neutralité. Et où la RTS avait produit de très nombreux documentaires. Avant le Covid. Avant le Covid. Voilà, qui étaient très intéressantes et très, très plurielles. Donc ça, c'est ça une grande surprise. Mais je ne suis pas du tout une victime. Et au fond, la réaction déjà ne s'est pas fait attendre. Les commentaires dans les réseaux sociaux sont, alors même qu'ils sont modérés par la RTS, que plein de gens ont dit, m'ont écrit en disant on a effacé mes commentaires, sont univoques, disent mais qu'est-ce que c'est pas du journalisme, quoi. Pourquoi je donne une redevance à ce truc-là? C'est de la propagande pure et dure. Cette femme qui nous tutoie, qui fait clignoter des choses toute la journée, qui fait semblant d'être jeune alors qu'elle a 43 ans, qui convoque des... Enfin bref, on pourrait revenir sur la méthode elle-même longtemps. Je pense que ça nous invite à une réflexion de fond sur ce que c'est aujourd'hui que le fact-checking et pourquoi ça existe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, ça va nourrir des réflexions et probablement des écrits de fond sur pourquoi cette chose-là est apparue depuis quelques années, alors même qu'elle est en charge normalement de critiquer la parole des dominants et des gouvernements et des politiciens en essayant de savoir si, quand ils ont dit il y a eu tant de chômage, est-ce que c'était vrai, pas vrai, et avec des objets précis d'études. Ce fact-checking aujourd'hui s'étend à tous les sujets pour essayer de neutraliser les lanceurs d'alerte et les opinions divergentes. Avec une méthode qui est proprement dégueulasse, quoi, au sens strict. Et je pense que les gens s'y trompent pas. Oui, il y aura des suites. Peut-être cette émission, déjà une première suite. Il y aura une autre émission avec d'autres journalistes en Suisse qui m'ont demandé. Il y a déjà eu des articles chez vous aussi, faits par, je crois, des rédacteurs en chef qui ont dit non, mais il faut arrêter de faire du journalisme comme ça. On perd toute crédibilité. À la fin, on n'y arrivera plus, quoi. Et les gens ne nous écouteront plus. Et puis, évidemment, il y aura des suites judiciaires aux diffamations d'Isabelle Gentilhomme, parce que ça, je ne peux pas laisser passer sur cette question d'antisémitisme. Et voilà. Mais vis-à-vis de la RTS, est-ce que vous avez en vue une suite, une plainte ou une action auprès du médiateur de la RTS Alors, il y a effectivement un médiateur. Je crois qu'il y a déjà de très nombreux citoyens qui se sont saisis de la question. Moi-même, je m'en saisirais effectivement. On est en train de faire des montages, nous-mêmes, un peu de la même façon que Cécile Trantien, pour montrer le côté grotesque et spectaculaire, à montrer à quel point c'est faux. Je donne juste un exemple. À un moment, elle prend le nombre de publications en allant taper sur PubMed, mais elle se trompe de nomenclature dans la façon de saisir les auteurs dans PubMed. Et donc, elle trouve que j'aurais que 4 articles, en disant, bah, regardez, c'est un bouffon, il n'a rien écrit d'intéressant. Mais elle se trompe, elle ne sait même pas faire ça. Si vous tapez vraiment sur la nomenclature normale, Fouché L majuscule, vous trouvez 84 articles. Et j'en ai pas écrit 84, j'ai des homonymes. Et donc, il faut faire le travail d'aller voir un par un qu'est-ce que j'ai écrit. Et en fait, j'en ai écrit une dizaine, ou participé à l'écriture d'une dizaine, ce qui n'est ni merveilleux, ni nul. C'est pour un praticien hospitalier comme moi, c'est déjà pas mal, on va dire. J'ai fait mon taf. Je prétends pas être ni un génie, ni quoi que ce soit. Je fais ce que je peux, quoi, à ma petite mesure. Et ça, si simplement ils allaient sur mon site internet et regardaient, les articles sont recensés, quoi. Les posters que j'ai écrits sont recensés, mon CV est là, en ligne, et ils n'ont même pas fait cet effort. Donc le fact-checking est un travail de feignant qui ne sert pas à la vérité, qui ne sert pas à la vérification des faits, qui sert à autre chose. Et là, il faut s'interroger sur cette autre chose, parce qu'à la fin, on ne pourra plus discuter de rien. Puisque si vous êtes en désaccord, à la fin, vous allez discuter avec Dieudonné et Soral, ce qui n'est pas vrai. Je n'ai pas discuté avec Soral, ni Dieudonné. Donc, enfin, voilà, j'espère que ça puisse être un peu un coup de semonce pour Cécile Trantien. J'aimerais bien rediscuter avec elle. Je serais très heureux qu'elle fasse une nouvelle, si elle me proposait une nouvelle interview en direct, sans censure, avec un temps ouvert, comme le font aujourd'hui certains médias comme Thinkerview ou vous aujourd'hui. J'y retournerai. Je serais très heureux d'y retourner.
Et je serais heureux qu'on puisse rediscuter ensemble et qu'elle me dise, ouais, peut-être je me suis trompé sur certaines choses. Peut-être sur certaines autres, j'ai besoin encore de clarification, de choses comme ça. Et puis que je lui dise, moi, écoutez, j'ai peut-être pas été assez prudent sur certaines paroles. Effectivement, dans le feu de l'action d'une conférence, quand je dis que des bébés meurent, au fond, c'est peut-être une hyperbole qui n'est pas compréhensible. Vous m'aidez à voir que ça pourrait être choquant pour certaines personnes. Merci de le faire. Moi, ça va m'aider à trouver une parole plus juste, plus au bon endroit. Donc, voilà où j'en suis. Oui, bon, eh bien, nous vous souhaitons de pouvoir travailler sur aider les médias à faire un meilleur travail, et aider aussi les personnes comme vous qui critiquent la situation actuelle, qui critiquent la politique sanitaire, les aider à être aussi parfois un peu plus prudents dans leur manière de critiquer, en tenant compte aussi des avis du camp opposé qui sont souvent légitimes ou en tout cas qui méritent la discussion. Exactement, le fondateur de la communication non violente, un des fondateurs, Marshall Rosenberg, a écrit un livre dont le titre lui-même est très éloquent, s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Est-ce que ce sont des fenêtres qu'on ouvre pour se rejoindre, essayer de se retrouver, essayer de voir à quels endroits on peut se comprendre, à quels endroits non, on n'est vraiment pas d'accord et on va essayer de tenir nos positions, ou est-ce que ce sont des murs sur lesquels on écrase la pensée? Dès que vous mettez des étiquettes comme complotiste, anti-vax, etc., ce sont des murs sur lesquels on s'écrase. Anti-vax, juste je rappellerai que moi je suis médecin à l'hôpital public et que je suis probablement plus vacciné que la plupart des gens qui nous regardent. Donc je m'en suis pris de vous dire plus souvent qu'à mon tour. Et donc ça n'a aucun sens. Je critique un produit de santé qui devrait déjà être retiré du marché. Et je pense que là maintenant, on est peut-être au moment où peut s'ouvrir un espace de dialogue sur cette crise sanitaire. Parce que normalement, on doit toujours faire un retour d'expérience et croiser les regards ensuite. C'était mon métier en tant que réanimateur, d'essayer de comprendre quand quelque chose de grave s'est passé, qu'est-ce qu'en amont on aurait pu changer. C'est mon métier en tant que gestionnaire des présidents du comité de lutte contre les événements indésirables, de reprendre les histoires et de faire l'analyse systémique et de comprendre quels étaient tous les enjeux qui avaient pu faire survenir cette situation de merde, sans culpabiliser qui que ce soit, mais en essayant d'amener des actions correctrices. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour le Covid, pour que ça ne recommence pas. Et mon idée, c'est pas de mettre qui que ce soit en tôle, je m'en fiche. Je suis ni flic, ni juge. Je suis là pour que les gens aillent bien et que notre société aille bien. Voilà, donc j'ai cet espoir que maintenant, on soit capable de le faire. Eh bien, nous vous souhaitons d'être entendus, y compris par des journalistes qui, au départ, sont très méfiants par rapport à vos idées, pour que ce débat ait enfin lieu. Espérons que dans le monde médiatique surgissent un certain nombre d'acteurs qui soient capables de faire cette démarche de façon sincère et intelligente, et que vous soyez de la partie également dans ce débat. Ouais, merci beaucoup, Louis Fouché. Merci beaucoup. L'équipe technique qui est derrière vous aussi et qui permet que ce soit possible. Merci. Je vous remercie. Nous nous réjouissons de vous retrouver. Merci. À bientôt.